Nous sommes lundi 25 septembre 2023. Bonsoir et merci de votre fidélité à Niveau d'Info 1. Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir, au cours d'une interview diffusée en direct sur des médias du pays, que Paris mettait fin à sa coopération militaire avec les autorités de fait du Niger. Par conséquent, ces soldats basés dans le pays seraient rapatriés d'ici la fin de l'année. Le personnel diplomatique français à Niamey également est autorisé à enfin rentrer en France à l'issue d'un bras de fer qui aura duré 2 mois avec les autorités militaires nigériens au pouvoir. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Dans ce contexte précis, la France a-t-elle été contrainte de se retirer du Niger? En partie, la France a été contrainte parce que, quoi qu'on dise, le Niger appartient aux Nigériens. La France ne peut pas s'installer, rester au Niger sans pour autant qu'il y ait l'accord des Nigériens. Quand je dis les Nigériens, c'est autant les populations que les autorités militaires qui dirigent actuellement le pays. Il y a un autre élément qui a amené cette contrainte également, c'est l'opinion publique française. Puisque les médias français avaient commencé à faire des reportages sur la situation de l'ambassadeur, sur la situation des militaires qui avaient envoyé des messages à leurs familles et autres. La France ne voulait pas se retrouver finalement dans une situation d'humiliation, puisqu'on parlait de stocks de nourriture qui pourraient être, en arriver à manquer, l'eau, etc. Mais avant d'arriver à un certain niveau, il vaut mieux encore partir en passant toujours par la porte ou bien même par la fenêtre que de savoir partir d'une certaine façon. Donc il y a tous ces éléments qui obligeaient la France, effectivement, à trouver une porte de sortie, puisqu'il s'agit de ça. Après 2 mois de rapport de force sur un territoire qui n'est pas ton territoire, ben je ne vois pas qu'est-ce que la France veut encore avoir. On avait donné à l'ambassadeur même pas 1 mois. On lui a donné quelques jours pour quitter le Niger. Il est resté 2 mois. Mais s'il fallait défier le Niger, je crois qu'ils ont suffisamment défié le Niger. Continuer dans ce sens, c'était aller avec le risque qu'il y ait un incident, de quelque nature que cela puisse être, et qui finalement va se traduire non pas par une rupture des relations tout simplement, mais une explosion des relations. Et à mon avis, ce n'était pas souhaitable ni pour le Niger, ni pour la France. Et ici, c'est la France qui a finalement cédé? La France n'est pas... Quand vous écoutez le président Macron parler, quand il parle des putschistes comme il les appelle, il dit qu'eux, ils aiment le désordre, eux, on ne peut pas leur parler, etc. Et il fait comme si c'est la France toute seule qui, à un moment, a dit on ne part pas, à un moment a dit on part sans aucune contrainte. Mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai puisqu'il y a cet épisode avec cette voiture qui a mené des croissants pour les soldats français, la voiture qui a été arrêtée. Mais en France, ça a fait l'effet pratiquement d'un choc. Parce que les gens se disent, mais attendez, avoir des soldats qu'on ne soit même pas en mesure de nourrir correctement quelque part, il ne faut pas en arriver à ce point-là. Maintenant, il a cherché un alibi. Il a d'ailleurs même préparé les gens pour cela, en disant pendant longtemps que son interlocuteur, c'est le président Bazoum. C'est très clair là-dessus. Ben, il l'a utilisé comme alibi. Donc, la France n'est pas partie, selon Macron, parce qu'on l'a chassé, mais la France est partie parce que la France a parlé avec la personne considérée comme étant le président du Niger jusqu'à présent. Et c'est avec lui qu'il a, d'accord parti, décidé du départ des soldats français et de l'ambassadeur. Mais bon, je ne crois pas qu'il y a grand monde pour croire aujourd'hui à cette thèse, même si la France et d'autres pays continuent à considérer Bazoum comme le président du Niger. Ces événements auront-ils un quelconque impact sur la crise politique actuelle au Niger? Oui, il y aura un impact parce que c'était une situation difficile pour le Niger. Et c'est pourquoi je le dis à chaque fois, il faut éviter les positions extrêmes. Le Niger avait pris une position très forte. On a monté les populations contre la France, mais après, ils ont été obligés de retenir les populations. Je me rappelle encore ce meeting au stade où un des soldats criait aux populations en les suppliant de ne pas aller à l'ambassade de France. Alors que c'est eux qui ont souffert à blanc les populations contre la France, mais ils se rendaient compte qu'aller à l'ambassade créait un certain risque. Le Niger n'avait pas intérêt que les soldats français restent sur son territoire. N'importe quel Nigérien aurait pu faire une provocation amenant des Français à tirer. On se retrouve avec des blessés ou pire, avec mort d'homme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait.
Donc pour le Niger également, le départ de la France est une aubaine et vous les avez vus quand vous regardez la déclaration au niveau de Télé Sahel. Bon, c'est comme un triomphe, comme si on les a poussés à sortir alors que bon, ça n'a pas atteint quand même ce niveau-là puisque la France est restée 2 mois en faisant comme si personne ne pouvait la faire sortir. Et cette déclaration du président français a immédiatement été accueillie avec des cris de joie à Niamey. Mais quelle interprétation peut-on faire de ces images à Niamey? On a fait aujourd'hui de la, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de cette façon de s'opposer à la France, une réussite de fait. Justement parce que certaines manifestations ont même parlé de victoire. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, chacun est en train de vouloir tirer, parce qu'en fait c'est ça. Macron va peut-être même décorer l'ambassadeur quand il doit quitter le Niger, puisque chacun considère que c'est lui qui a gagné le combat. Comme je disais tout à l'heure, Macron est parti avec ses soldats avec l'accord de Bazoum. Okay. Donc, il considère qu'il n'y a aucune victoire pour les militaires. Les militaires, bien sûr, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils considèrent que c'est eux qui ont fait partir les Français. En partie, c'est vrai, puisqu'ils ont remis en cause les accords militaires, mais la France n'avait pas écouté. C'est pourquoi, quand vous regardez Macron, Macron ne dit pas « nous partons ». Il dit d'abord « il met fin ». À une coopération militaire. Oui, une coopération à laquelle les militaires au pouvoir avaient déjà mis fin. On met fin à quoi? En fait, c'est pourquoi j'ai dit chacun est dans son jeu. Il y a l'anti-France qui marche très bien. Il faut le dire clairement, les autorités nigériennes sont en train d'en user et d'en abuser. C'est pourquoi on crie victoire. Mais de la même façon, la France qui ne veut pas se faire humilier également, cherche de façon stratégique à faire en sorte de garder un tant soit peu ce que la France mérite comme respect, même si la France doit quitter un pays. La France va partir, mais rien n'est terminé. La France qui dit reconnaître que le président Bazoum déchu, mais lui qui est toujours entre les mains des militaires au pouvoir. Oui, mais il y aura un problème, puisque pour que les militaires français partent, ils sont dans 3 bases. À l'aéroport, un peu en dehors de Niamey, ils sont également à l'intérieur. Mais ils vont passer par où? Il va falloir que la France, qui ne reconnaît pas les autorités militaires, parle avec eux. Puisqu'il va falloir sécuriser aussi bien le matériel que les personnes. Comment le faire? La France ne peut pas venir au Niger dire ce sont mes soldats, nous partons, nous prenons tel itinéraire, nous partons tel jour. Non. Ils seront obligés de parler avec les autorités militaires au moins pour cela. Et Macron l'a dit, hein, si les gens ont fait attention à son discours, bien qu'il a parlé de putschistes, il a dit nous allons nous rencontrer avec les putschistes parce qu'ils veulent que ce départ se fasse, dans le calme. C'est exactement ces mots. Et c'est pourquoi il faut éviter les positions jusqu'au boutiste, comme j'ai dit, puisque si les Français partent, n'oublions pas que quand ils venaient, les Nigériens les ont accueillis. Mais de quelle manière? Il y a eu mort d'homme. Quand ils partent, qu'est-ce que les Nigériens vont faire? Est-ce qu'ils vont les accompagner pour leur dire au revoir ou est-ce qu'ils vont les provoquer? Mais la solution passe effectivement par une discussion avec les militaires qui sont au pouvoir. Maintenant, la France va les considérer comme des militaires tout simplement. Il ne va pas reconnaître Tiani comme président de la République, mais ça ne change absolument rien dès qu'ils vont les rencontrer. Mais quelque part, tu as rencontré ceux-là qui détiennent l'autorité au niveau du pays, puisque sinon, ce n'est pas la peine de les rencontrer. La France peut rencontrer Bazoum, comme Macron le dit à chaque fois, et avec Bazoum qui s'entendent sur le départ des militaires, l'itinéraire, l'heure de départ. Et il est clair que cela est matériellement impossible aujourd'hui. Les autorités nigériennes n'ont pas eu droit à la parole à la tribune des Nations Unies lors de la 78e Assemblée générale. Le Mali, voisin, s'est fait porte-parole du Niger. Y a-t-il un lien avec ces décisions de la France? Je ne crois pas qu'il y ait un lien. Les Nations Unies, c'est une tribune. On a entendu tout le monde dire du tout au niveau de la tribune des Nations Unies. Quand on veut changer les choses, on crée les conditions du changement. Ce n'est pas la prise de parole, comment il s'appelle encore, Wole Soyinka, qui dit que le tigre n'a pas besoin de crier sa tigritude. Il saute sur la proie et il montre qu'il est le tigre. Pour le moment, les gens n'ont pas montré qu'ils sont le tigre. Donc, il ne faut pas aller crier la tigritude au niveau des Nations Unies. C'est vrai que ça fait de l'émotion, ça fait de l'enthousiasme. Ce qu'il faut faire, cette souveraineté dont on parle, il faut que les gens travaillent à ce que cette souveraineté soit une réalité. Et quand je dis réalité, c'est la souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté sur le plan économique, c'est la souveraineté sur le plan politique, c'est la souveraineté sur le plan militaire. Aucun de nos pays africains n'est là. Il
faut le dire clairement. Aucun. Donc on est très loin. Maintenant, il faut qu'on fasse attention à ne pas promettre aux populations ce qu'on ne pourra pas leur présenter. Ils n'ont qu'à, comme on le dit quand on fait la formation pour les gens, faire en sorte que leur objectif soit atteignable. Parce que s'il n'est pas atteignable, ça veut dire que tu as déjà échoué. Parce qu'au moment du bilan, on te dira, voilà l'objectif que tu avais dit et tu l'as atteint à 15%. Mais tu seras responsable de ton échec parce que tu as visé quelque chose que tu ne pouvais pas atteindre. Il est clair aujourd'hui que la souveraineté de l'Afrique n'est pas quelque chose à discuter. Ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est une nécessité. Mais il faut la penser, il faut mettre en place des stratégies, il faut y arriver parce qu'il y a des gens qui ne laisseront jamais l'Afrique devenir souveraine, parce que l'Afrique devenant souveraine, ces gens-là perdront des intérêts. Et ce ne sont pas les Français seulement. Les Russes sont dedans, les Américains sont dedans, la Turquie qui s'intéresse à nous est dedans, la Chine est dedans. Aucun de ces pays ne veut d'une Afrique souveraine. Tous veulent une Afrique qui va être plutôt inféodée par rapport à eux. Vous parlez des discours au niveau des Nations Unies. Mais la souveraineté voudrait que ces pays qui parlent beaucoup de souveraineté posent également le problème de la souveraineté de l'Ukraine au niveau des Nations Unies. Pourquoi ils n'ont pas attaqué la Russie, qui est venue attaquer un pays souverain? Mais ça veut dire que le non-alignement est un peu aligné, ne serait-ce que vers la Russie. En ce moment, on n'est pas dans de la souveraineté. Il faut avoir le courage d'un principe. Et après avoir eu le courage d'un principe, avec le principe, il faut aller jusqu'au bout. Mais on sent qu'il y a du deux poids, deux mesures quand on parle de souveraineté, quand il s'agit de l'Ukraine. En attendant, la France s'en va du Niger. Les États-Unis, eux, sont encore là. Mais Washington dit vouloir étudier toutes les mesures possibles de leur présence au Niger. Qu'est-ce que cela peut signifier, Mamadou Diouf? Quand vous regardez la déclaration qui a été faite au niveau de Télé Sahel dont je parlais tout à l'heure, ils ont dit clairement que toute structure qui menace l'intérêt du pays pourrait quitter le pays de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas adressés à la France seulement. Dans certaines manifestations, vous avez des Nigériens qui ont demandé le départ de toutes les forces étrangères. Parce que ce n'est pas la France et les États-Unis seulement. Vous avez l'Allemagne qui disait déjà même que si la France part, il y a des risques pour que l'Allemagne également quitte le pays, bien que le contingent est moins important que le contingent français. Donc les États-Unis sont dans une posture où ils sont intéressés par une zone, ils sont en concurrence avec la Russie, ils ne souhaitent pas leur laisser le terrain, mais en même temps, n'oublions pas que les États-Unis, c'est des principes également sur le plan diplomatique, c'est des principes sur le plan des relations économiques, etc. Et là-bas, les États-Unis risquent de se voir particulièrement coincés, puisque même s'ils ne prononcent pas le mot coup d'État pour le moment, ce qui s'est passé au Niger ne s'appelle pas autrement que coup d'État. Mais ils sont là avec une position qui n'est pas totalement claire pour le moment, parce qu'au niveau des Nations Unies, ils ont tout fait pour amener dans les coulisses, pour amener les militaires au pouvoir au Niger, à baisser un peu leur ardeur pour trouver une solution, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, les États-Unis auront du mal à les soutenir jusqu'à un certain niveau. Donc la position américaine, pour le moment, c'est plus que du deux poids, deux mesures. Ils sont en train de regarder les choses évoluer et en fonction de la circonstance, ils prendront certainement une position donnée. À ce jour, la France, en tout cas, les soldats français ont quitté le Burkina Faso, le Mali, la Centrafrique. Actuellement, ils s'apprêtent à quitter aussi le Niger, mais ils restent présents quand même dans d'autres pays, sur le continent. Oui, il y a le Tchad, si on regarde la zone Sahel, mais ça pose un énorme problème. Parce que rappelez-vous, quand le Mali a demandé à la France de partir, la France disait « nous partons », mais la France disait « nous ne quittons pas le Sahel ». La France disait « nous partons, mais nous n'abandonnons pas la lutte contre le terrorisme. Mais il leur reste quoi au Sahel actuellement si ce n'est le Tchad? Et à partir du Tchad, le nombre d'hommes qu'ils ont là-bas, je ne crois pas qu'ils vont pouvoir faire des opérations au niveau du Sahel comme ils avaient la possibilité de le faire à partir de leur base, au niveau du Mali surtout, parce que n'oublions pas que les bases maliennes étaient encore plus importantes que celles du Niger. Et au niveau du Sahel, il y a une autre force qui va aussi bientôt s'installer, issue de l'alliance entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit il y a toute la politique de la France, au moins au niveau du Sahel, sur le plan militaire, qui sera à revoir. Puisque, après avoir perdu le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad n'est pas le Sahel. C'est une portion
simplement du Sahel. Quelle va être cette politique? On ne le sait pas encore. Quand ils ont quitté le Mali, il y a eu un redéploiement sur le Niger. Rien n'est dit actuellement. Est-ce qu'il va y avoir un redéploiement sur le Tchad en augmentant le nombre de militaires? Bon, beaucoup de gens pensent que ce sera plutôt le retour vers la France parce que même au niveau du Tchad, les populations ne sont pas favorables à la présence française. Donc, il y a la participation de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel va être un sérieux problème à partir du moment où la France n'aura des soldats que sur le territoire tchadien. La France reste donc la seule ancienne puissance coloniale à posséder encore des bases en Afrique, au Tchad, vous le disiez, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, en Djibouti également. Mais là, est-ce que la France aujourd'hui doit-elle craindre les mêmes sorts qu'au Niger? Mais bien sûr, partout où il y aura une erreur de la part de la France, ça peut se traduire par un départ. Parce que je crois que ce qui s'est passé au Niger, c'est une grosse erreur. La France aurait pu, comme ça a été fait au Mali, comme ça a été fait au Burkina, ce n'est pas la première fois qu'on demande à un ambassadeur, à un diplomate français de quitter le pays. Mais on respecte les règles, j'allais dire, diplomatiques. On quitte le pays. On n'en serait certainement pas arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui avec une situation particulièrement tendue, jusque même dans les mots que chacun utilise par rapport à l'autre, ce qui est inutile, parce que ça ne change rien. Il y a eu des relations hier entre la France et le Niger. Il y en a encore aujourd'hui. Les relations ne sont pas rompues. Il y a des relations jusqu'à présent, pour qu'on dise les choses clairement. Il y en aura demain. Mais donc, autant, comme si c'était un divorce, faire en sorte de divorcer en respectant un certain nombre de règles, parce que demain, monsieur et madame vont se rencontrer quelque part, ne serait-ce qu'au mariage de leur enfant, et il va falloir quand même qu'on se parle en ce moment au lieu de se bagarrer également et de gâter le mariage de l'enfant. Parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. On ne s'entend plus, on peut se séparer, et chacun va de son côté, chacun préserve ses intérêts, sans pour autant que ça nécessite ce à quoi on a assisté, qui n'arrange en vérité ni la France ni le Niger, sauf bien sûr quand on est dans une posture de propagande. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause. On se retrouve pour le plateau de l'invité.